Et salut! Alors dans cette vidéo, on va parler de la partie 2 du TOEIC, qui est la partie questions-réponses. Alors cette vidéo, elle concerne les questions numéro 7 à 31, et en fait, vous allez entendre une personne qui va poser une question, et puis vous allez entendre 3 propositions de réponse, et l'idée, ça va être que vous sélectionniez la meilleure réponse parmi les 3, donc celle qui correspond le mieux à la question en fait. Donc je vous propose qu'on fasse un petit exemple pour que vous compreniez ça. Par exemple, si vous entendez Where do you live? Et ensuite vous entendez par exemple pour la réponse A In 10 minutes, pour la réponse B Near the library et pour la réponse C By bus. Là vous voyez que la meilleure réponse c'est la réponse B, c'est celle qui va le mieux correspondre à la question. Alors, l'avantage de cette partie, c'est que c'est une partie sur laquelle il y a beaucoup de marge de progression. Généralement, on n'est pas très fort. Et une fois qu'on comprend bien comment est construite la partie, ça va très vite. D'autant plus qu'en fait, c'est la seule partie où il n'y a que 3 réponses possibles. Toutes les autres parties, il y a 4 propositions de réponse, mais là, il n'y en a que 3. Donc du coup, on a dit qu'il fallait choisir la réponse la plus cohérente par rapport à la question. Alors, les astuces, c'est quoi? C'est que, dans un premier temps, il va bien falloir écouter la question et bien faire attention principalement aux premiers mots de la question, parce que généralement les premiers mots de la question vous donnent une très grande information sur cette question, on y reviendra. Ensuite, il faut bien faire attention au temps, par exemple si la question est au futur, c'est bizarre d'avoir une réponse au passé, enfin vous voyez, il faut bien faire attention à ça. Et ensuite, il faut bien faire attention aux pronoms personnels. Par exemple, si la question dit comment il va et que la réponse c'est elle va bien, là vous voyez qu'il faut bien faire attention à ça, parce que il et elle, du coup, ça concorde pas. Ensuite, l'objectif donc, ça va être de procéder par élimination. À chaque fois, vous éliminez les propositions qui vous semblent fausses. Et s'il y a plusieurs propositions de réponse qui peuvent rentrer, qui peuvent être justes, il faut choisir celle qui est la plus précise et la plus attendue. Alors, généralement, hein, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Normalement, il n'y a qu'une seule réponse juste. Et s'il y en a plusieurs de justes, c'est que vraiment, il y en a quand même une qui est bien meilleure que les autres. Alors, maintenant qu'on a bien vu ces petites astuces, on va voir les pièges à éviter. Alors, on a déjà évoqué les pièges à partir de là, il faut bien faire attention à ça. Mais les pièges, ce sont principalement des pièges de vocabulaire. Alors, par exemple, le mot de la question est repris dans la réponse, mais le reste de la phrase est fausse. Par exemple, si la question c'est est-ce que tu es né à Paris et que la réponse c'est je serai à Paris dans 10 minutes, vous voyez que là, même s'il y a Paris 2 fois, il y a le mot de la question, donc Paris, c'est repris dans la réponse, ben vous voyez bien que la réponse est incohérente. Donc il faut bien faire attention à ce piège-là. Et un deuxième piège de vocabulaire, c'est que le mot de la question est proche d'un mot dans la réponse, mais ça répond pas. C'est les faux amis, les prononciations. Par exemple, si la question c'est est-ce que tu aimes les fleurs? Do you like flowers? Et que la réponse c'est I like the floor, j'aime le sol, vous voyez que ça répond pas. Donc là, par exemple, il y a un problème de prononciation. Enfin, là, il y a une ambiguïté en quelque sorte sur la prononciation. D'autres pièges, donc, ce sont que les réponses sont incohérentes, donc notamment mauvais temps, donc ça correspond à ça. Hein. Par exemple, How was the conference? It will be interesting. How was, c'est du passé, and it will, c'est du futur, donc vous voyez que ça répond pas. Un problème sur la personne, par exemple, est-ce que ce sont les écouteurs de ton frère? Are those your brother's headphones? Et si la réponse c'est yes, she lost them, sachant qu'on parle du frère et le mot de la réponse c'est she, vous voyez qu'il y a un problème de personne, donc là ça correspond au pronom personnel en fait. Et il y a également un piège par rapport au type de question, donc là il faut bien faire attention. Par exemple, si la question c'est where do we meet et la réponse c'est at 3 p.m. after the meeting, vous voyez que là c'est where, donc la question c'est où est-ce qu'on se retrouve, et la réponse c'est une heure, on se retrouve à 3 heures, vous voyez que ça répond pas. Donc voici les principaux pièges auxquels il faut faire attention. Donc maintenant qu'on a bien vu ça, je vous propose qu'on voit toutes les situations dans lesquelles on peut se retrouver. Alors la première situation, c'est la question qu'on nous pose est une question ouverte. Alors du coup, pour les questions ouvertes, il y a un mot interrogatif, what, how, when, where, who, whose, why, which, et la réponse doit absolument être suivant le type de question. Alors pour ça, je vous propose de mettre ici la fiche sur les questions ouvertes. Hein. Donc pareil, vous pouvez la trouver, le lien est dans la description. Donc les questions ouvertes, on a what, donc ça c'est quel, qu'est-ce que, donc on s'attend à une réponse qui correspond à une chose ou une idée. What, like, c'est comment, mais dans le sens du caractère. Par exemple, what does your brother like?
Donc c'est comment dans le sens de caractère, à quoi il ressemble mentalement en quelque sorte. Donc là, on s'attend à une réponse sur un caractère, ou enfin voilà, on s'attend à une réponse de comment en fait. What do you think of, c'est qu'est-ce que tu penses de. Donc là, on s'attend à une réponse sur une pensée. What does nanana do for a living, ça veut dire en fait quel est le métier de la personne. Donc là, on s'attend à une réponse sur un métier. What time, par exemple, what time is it, quelle heure est-il. Donc là, what time, ça veut dire à quelle heure ou quelle heure. Donc là, on s'attend à une réponse, un horaire en fait plutôt. What type of ou what kind of, c'est quel genre de, par exemple, what type of music do you listen, quel genre de musique t'écoutes. Là, on s'attend à une réponse un peu de classification, on s'attend à une réponse à la question en fait. What's the matter with ou what's wrong with, ça veut dire quel est le problème avec, par exemple, la machine. Et là, on s'attend à une réponse qui décrit le problème ou qui dit quel est le problème. Ensuite, il y a les questions de type how. Alors, il y en a plusieurs parce que how, c'est un petit peu un mot fourre-tout comme what. Il y a how tout court avec après un verbe, donc c'est comment. Ensuite, il y a how nanana get to nanana. Par exemple, how do you get to London? Ça veut dire comment aller à Londres. Donc là, vous voyez que là, on s'attend plutôt à une réponse sous forme de direction en quelque sorte. How about, c'est que dirais-tu? Par exemple, how about going to the restaurant? Qu'est-ce que tu dirais d'aller au restaurant? Donc là, vous voyez qu'on s'attend à une réponse oh, ça me paraît intéressant ou voilà. Ensuite, how do you like, c'est comment tu trouves ou comment t'as trouvé this film, ce film par exemple. Et ben là, on s'attend à une réponse un petit peu de goût ou quelque chose comme ça. How many, how much, c'est combien. Donc là, on s'attend à une quantité. How well, c'est à quel point. À quel point tu aimes la musique, par exemple. Donc là, on s'attend aussi à une quantité ou une réponse du genre pas du tout, enfin quelque chose comme ça. Ensuite, how early, c'est tôt quel point. Alors bon, ça c'est moi qui écris, donc forcément c'est pas très compréhensible, mais moi je me comprends bien sûr. Hein. Si vous me comprenez pas, vous pouvez télécharger ça et le modifier, il n'y a aucun souci. Par exemple, how early did you find your cancer? À quel point ton cancer a été détecté tôt, par exemple. Bon, c'est un exemple un peu naze, hein, mais voilà, vous comprenez. How far, c'est à quelle distance. How far is the museum, c'est à quelle distance est le musée. Donc là, on s'attend à une réponse en termes de distance. How long, c'est combien de temps. Donc on s'attend à une réponse sous forme de temps. Et how often, c'est à quelle fréquence. Donc là, il faut bien connaître les adverbes de fréquence. Et pareil, on s'attend à une réponse sous forme de fréquence. Alors, juste par rapport à many et much, many c'est quand on a un nom dénombrable à côté, et much ça se réfère à un mot indénombrable. Ensuite, on a when et where, donc là par exemple, when, donc c'est quand, where c'est où, donc là on s'attend à une réponse sous forme de durée ou d'horaire, là sous forme de lieu, et where from, donc ça c'est d'où vient, en gros c'est quelle est l'origine, par exemple, where did you from, d'où viens-tu? Bah, par exemple, I come from Strasbourg, je viens de Strasbourg. Donc là, on s'attend à une réponse sous forme d'un lieu. Ensuite, who et whose, donc who c'est qui, donc par exemple, qui es-tu? Et whose, c'est à qui appartient. Alors, petite remarque, c'est que si là, la question est par exemple, qui est cette personne? Who is this person? Des fois, on peut faire la contraction du is et écrire juste who apostrophe s. Et dans ce cas, le who apostrophe s et le whose vont se prononcer de la même manière. Donc pour ça, c'est le contexte qui va trancher. Donc, de manière générale, là, on s'attend à une réponse sous forme quelqu'un, en quelque sorte. Ensuite, il y a les questions de type why. Alors là, c'est très simple, c'est toutes les questions qui commencent par pourquoi. Donc ça, c'est comme en français. Donc on s'attend à une réponse sous forme d'explication un peu. Par exemple, la question pourquoi tu manges, why do you eat? Et ben là, on peut s'attendre à une réponse où la personne explique pourquoi elle mange. Enfin, il y a les réponses de type which. Donc par exemple, which flowers will you take? Donc quelles fleurs vas-tu prendre? Là, which en quelque sorte, c'est quel, mais dans le sens un choix en quelque sorte. Donc là, pareil, on s'attend à une réponse de quel en fait. Et ensuite, which way, c'est dans quelle direction? Donc là, on s'attend à une réponse qui donne une direction. Alors, tout ça pour dire que quand vous avez ce genre de questions ouvertes ici, généralement, ce qu'il faut faire, c'est que il faut que vous écoutiez juste le premier mot et en fait, ça vous donne l'information sur le type de question et du coup, le type de réponse à avoir. Et en fait, ça arrive très très souvent que vous ayez des questions ouvertes, par exemple une question sous forme de who, et que vous ayez deux réponses du coup qui ne répondent pas à who,
et une réponse qui réponde à ou. Donc si vous voulez, quand vous avez des questions ouvertes, presque j'ai envie de dire, vous pouvez écouter que les premiers mots, et même si vous comprenez pas la question, vous êtes censé pouvoir répondre, parce que vous savez que who, on s'attend à une personne, donc si en face vous avez une durée et un lieu, la seule réponse possible, c'est la réponse qui répond à who. Voilà. Donc, bon, j'espère avoir été un peu clair, mais vous verrez en vous entraînant qu'en pratique, il faut vraiment écouter les premiers mots. Ensuite, les questions fermées. Alors, les questions, il y en a de deux types. Ce sont soit des questions classiques ou soit des demandes polies. Alors, pour ça, vous avez une auxiliaire puis la suite de la question. Donc, ces auxiliaires peuvent être toutes celles-ci. Et les réponses, généralement, c'est des réponses du type yes, no, une expression ou une réponse indirecte. Alors pour ça, je vous propose qu'on regarde un peu plus en détail le complément sur les questions fermées. Alors pareil, vous pouvez télécharger ça, le lien est dans la description. Donc les réponses de type yes, no, donc la réponse est oui ou non. Alors attention, hein, c'est pas que oui ou non, mais il peut y avoir une expression comme oh that's right ou of course, sure, etc., etc. Par exemple, si la question est do you need some help? Est-ce que tu as besoin d'aide? Et bien là, une réponse peut être oui, non, ou il peut y avoir aussi oh, I'm sorry, but je suis déjà aidé, ou quelque chose comme ça. Probably not, because quelqu'un va venir m'aider. Enfin, vous voyez, en gros, il peut aussi y avoir une expression. Hein. Et il peut aussi y avoir comme réponse possible une réponse à la question par une affirmation. Donc, par exemple, si la question c'est tu aimes le café, et ben une réponse peut être j'aime bien le café, mais je préfère le thé. Donc là, vous voyez, c'est une réponse par une affirmation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que yet et still, ça veut dire encore, et ever, ça veut dire déjà. Donc ça, c'est des mots qu'on retrouve souvent dans les questions fermées, donc il faut bien les connaître. Et ensuite, concernant les demandes polies, alors en fait, c'est comme les yes-no, mais en fait, c'est un peu plus poli, on va dire. C'est dans le sens pour inviter, pour suggérer, pour proposer, pour demander, et on les forme avec donc can, could, would, will. Donc ça, c'est pourrais-tu. Donc c'est de manière gentille qu'on demande ça. Pourrais-tu faire ceci, nanan. Donc généralement, hein, les propositions de réponse, c'est exactement les mêmes. C'est of course, je vais t'aider. Ensuite, pourrais-je avoir la permission de, c'est may. Should, c'est dois-je. Shall, c'est et si ou dois-je, mais dans le sens d'une suggestion. Par exemple, la question shall we go to the cinema, c'est genre et si on allait au cinéma ou doit-on aller au cinéma? Donc dans ce contexte-là, c'est plus et si. Alors là, vous voyez que du coup, cet exemple ne marche pas avec doit-on. Doit-on aller au cinéma? Ça marche pas trop. Par contre, un autre exemple, par exemple, si je vous dis shall I bring you some food? Ça veut dire dois-je t'apporter à manger? Ou aussi, et si je t'apportais à manger? Et ensuite, voudrais-tu, c'est would you like. Alors attention avec like, parce que il y a beaucoup de manières d'utiliser like. Do you like, c'est aimes-tu. Would you like, c'est veux-tu. What is somebody like, c'est à quoi ressemble quelqu'un en termes de caractère, en gros. Et what does somebody look like, c'est comment il est physiquement. Donc voilà, donc là on a traité tout ce qui est demande polie, donc généralement quand on a une question fermée, c'est soit une yes-no, soit une demande polie, et les types de réponses, c'est ceci. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu ça, je vous propose qu'on passe aux phrases déclaratives. Alors en fait, là, cette partie 2, ici on avait dit que c'était la partie qui s'appelait question-réponse, mais en pratique, c'est pas tout le temps des questions. Il peut y avoir juste une affirmation, puis une affirmation. D'ailleurs, les réponses ne sont pas forcément tout le temps des réponses affirmatives, mais ça peut être des réponses sous forme de questions, sous forme de réactions, ou sous forme d'accord et de désaccord. Donc par exemple, si la phrase c'est I forgot my wallet, j'ai perdu mon portefeuille, eh ben une possibilité de réponse sous forme de question, ça pourrait être Was your credit card in it? Est-ce que ta carte bleue était dedans? Donc là, vous voyez, on a un exemple pour ça. Un exemple pour une phrase déclarative avec une réponse sous forme de réaction, si la phrase donnée est Today is Anya's birthday. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Anya. Et la réponse, ça pourrait être par exemple Oh, I completely forgot. Oh, j'ai vraiment oublié. Et ensuite, un exemple pour accord-désaccord. Donc si par exemple la phrase c'est Prenons l'autoroute, et une réponse pourrait être Elle coûte vraiment cher et on ne va pas gagner beaucoup de temps. Donc vous voyez, finalement, pour les phrases déclaratives, le type de réponses qui sont attendues. Ensuite, toujours dans la partie questions-réponses, on a des questions avec un choix. Donc là, en fait, ça va être une question sous forme, il y a un auxiliaire, puis or. Par exemple, si la question c'est tu veux du thé ou du café? Do you want tea or coffee?
Et ben là, donc les réponses peuvent être soit une réponse exacte, donc je veux du thé, ça peut être une réponse générique, je veux les deux, je n'en veux aucun, donc either, both ou neither. Et d'ailleurs, dans générique, ça peut être une phrase aussi, hein. Oh non, je préfère ne pas boire, par exemple. Donc ça reviendrait à neither. Et ensuite, si on a trois choix ou plus ici, alors en pratique, c'est rare qu'on ait plus de trois choix, mais si on a trois choix ou plus, ben, any, ça veut dire aucun, all, ça veut dire tous, et none, ça veut dire aucun aussi. Voilà. Ensuite, pour les tags, alors je vais un petit peu descendre comme ceci. Voilà. Donc pour les tags, en fait, c'est une question sous la forme, question, virgule, un tag. Donc le but de ces questions, c'est des questions un petit peu comme les yes-no, mais qui sont faites plus pour confirmer. En gros, c'est des questions en français qui finissent par n'est-ce pas. Par exemple, tu aimes bien Anita, n'est-ce pas? Donc là, regardez, je vais vous mettre ici le petit complément sur les question tags. Donc la construction, c'est une question avec un tag ensuite, et cette traduction, c'est si, non, n'est-ce pas. Par exemple, tu veux du café? Non. Vous voyez, c'est virgule non. Ou tu préfères le thé, n'est-ce pas? Donc là, n'est-ce pas? Et avec si, par exemple, tu voulais pas de sucre dans le thé? Si. Donc là, vous voyez, en gros, c'est comme ça qu'on pourrait traduire les question tags. Et du coup, pour les former, alors bon, ça c'est plus pour votre culture, mais en gros, à la forme affirmative, on va mettre un tag à la forme négative. Du coup, on va reprendre l'auxiliaire, on va mettre note et on va mettre le sujet. Pour la forme négative, on va juste mettre l'auxiliaire et le sujet. Et l'auxiliaire, du coup, si la phrase contient be, have ou un modal, on va garder be, have ou le modal. Et sinon, dans ce cas, on mettra do. Donc bon, on va pas faire un cours sur les question tags, mais en gros, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et vous verrez, ces questions avec tag, elles se repèrent assez facilement. Voilà, alors du coup, ça c'était pour les question tags. Et ensuite, un dernier type de questions qu'on peut voir, c'est les questions indirectes. Donc ça, en fait, ce sont des questions qui sont cachées dans d'autres questions. Donc un type de question comme ça pourrait être: est-ce que tu pourrais me dire si tu veux manger des petits pois? Alors là, la question, on sait que la personne, elle peut dire si elle peut manger des petits pois ou quoi. Donc la vraie question qui se cache dans cette question, c'est: tu veux manger des petits pois? Et donc le est-ce que tu pourrais me dire, il faut un petit peu l'ignorer. Donc du coup, ce genre de mots-clés ici, en fait les mots qui sont devant la question qui servent à rien, c'est do you know par exemple, est-ce que tu sais si Jean aime les petits pois? On s'en fiche de savoir s'il sait ou pas si Jean aime les petits pois. Nous ce qu'on veut savoir c'est est-ce que Jean aime les petits pois, oui ou non. Ensuite, could you tell me, est-ce que tu pourrais me dire si Jean aime les petits pois? Do you remember? Est-ce que tu te souviens si Jean aime le petit pois? Do you think? Est-ce que tu penses que Jean aime les petits pois? Etc, etc. Donc, vous voyez, en gros, pour ce genre de questions-là, le début, à chaque fois, do you know, could you tell me, etc., on l'ignore et on écoute les premiers mots après ce type de phrase-là qui nous donneront le type de question. Et évidemment, si c'est des questions ouvertes, on écoute bien le mot interrogatif. Et si c'est un autre type de question, on fait bien attention au reste de la question. Et donc le but, voilà, c'est ce que j'ai dit, on écoute les premiers mots de la suite de la phrase, donc autrement dit, on écoute les premiers mots après do you know, could you tell me, etc., etc. Voilà, donc à travers cette vidéo, on aura fait le tour de la partie 2 sur les questions-réponses. Cette vidéo est assez longue, mais en fait, c'est vraiment une partie où on peut gagner beaucoup de points, et donc il faut bien tout connaître. Donc si c'est le cas, si maintenant vous vous sentez paré pour cette partie 2, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la vidéo suivante dans laquelle on parlera de la partie 3 et 4, qui sont les dialogues et les monologues. Du coup, à tout de suite.